Merci Marie-Aline et merci de m'avoir invitée à présenter l'apport de la méditation de pleine conscience. Voici le plan de la présentation. J'essaierai de bien rester dans les temps. Peut-être vous pouvez m'indiquer quand 20 minutes sont passées, comme ça j'essaye de rester dans les cordes. Donc, je passerai par la définition d'abord, l'origine de la forme laïque de la méditation de pleine conscience. Un détour important par la précision des attitudes et des valeurs qui sont incarnées dans cette pratique et qui s'incarnent dans la relation entre l'instructeur ou le soignant et le participant patient. L'importance pour, je dirais, les apports de la méditation de pleine conscience, de la manière dont cette approche modifie auprès du patient ou du participant la relation à sa propre expérience. J'évoquerai brièvement la variété des interventions basées sur la pleine conscience, parce qu'en effet, il y a une série de formes différentes de mise en œuvre de méditation de pleine conscience, notamment dans les soins. Quelques points sur les bénéfices et défis, les points d'attention, et ensuite, bienvenue peut-être pour certains d'entre nous, une petite pause de pratique. Alors, la définition de la pleine conscience, et peut-être qu'on y reviendra plus tard aussi, parce qu'elle a vraiment son importance très centrale. Donc, méditer, et dans la forme de méditation, en tout cas dite de pleine conscience, c'est donc défini comme porter de manière intentionnelle et de façon non jugeante, on va dire même aussi avec bienveillance, son attention à l'expérience telle qu'elle se déploie dans le présent, donc d'instant en instant. Et cette expérience peut être faite de pensées, d'émotions, de sensations corporelles liées aux 5 sens, et aussi des impulsions à l'action. Je vais aller un peu vite sur peut-être les origines de la diffusion et le fait d'avoir vraiment rendu très accessible la méditation de pleine conscience, d'abord aux États-Unis et ensuite en Europe par Jon Kabat-Zinn, donc un médecin américain de plus de 80 ans maintenant, qui a introduit la pleine conscience sous sa forme laïque en médecine. Donc ça c'est quand même important. Il est médecin, il a fait un doctorat en biologie moléculaire. Il était pratiquant dans la vingtaine déjà. Il a pratiqué le yoga et la méditation. Et il a créé une clinique de réduction du stress qui ensuite a été intégrée dans le département de médecine préventive et comportementale. Et donc, il a été vraiment à l'œuvre pour diffuser cette méditation, dépouiller des éléments un peu trop bouddhistes à l'époque pour peut-être être accessible à chacun, même si auprès des instructeurs de méditation de pleine conscience, si vous écoutez des méditations, si vous suivez les guidances de certains praticiens, vous pourrez sentir leur formation ou leur culture ou leur intérêt pour certaines formes de bouddhisme en toile de fond parfois de leur pratique. Et c'est intéressant évidemment de voir parfois une variété également d'instructeurs pour se rendre compte de comment les origines tibétaine, notamment de la méditation, ou indienne de la méditation, colore parfois les guidances. Donc il y en a un peu pour tous les goûts, et c'est vraiment intéressant de voir cette richesse. Et donc Jon Kabat-Zinn, c'est lui qui a mis sur pied le cycle dit Mindfulness-Based Stress Reduction, donc un programme qui se passe en 8 semaines, avec une séance hebdomadaire, en groupe. Et ce cycle était au départ mis sur pied pour répondre vraiment aux demandes multiples de la médecine en rapport avec des patients que la médecine justement conventionnelle dont on a parlé tout à l'heure n'arrivait pas à soulager complètement des douleurs ou des conséquences de leur maladie chronique. Et donc cette approche par programme en 8 semaines qui est à base de yoga et de méditation, mais aussi qui comporte des éléments de thérapie cognitive, avec toute l'importance de la pensée et de la perception sur le stress,
Donc ces cycles-là ont été finalement ont eu beaucoup de succès et la médecine académique, les recherches ont soutenu donc la validité de cette approche pour permettre aux patients de bénéficier de soulagement de leurs douleurs ou des autres conditions liées à la maladie chronique. Et l'intention de ces programmes, donc je n'ai pas de pointeur, mais donc c'est d'apprendre, renforcer et intégrer une gamme de compétences d'autorégulation. Donc on a vu avec le docteur Renard comment dans la médecine intégrative l'accent est mis sur le patient qui est un partenaire actif. Et ici vraiment cette approche rejoint tout à fait je dirais cette valeur essentielle qui est de dire qu'on va développer, on va aider la personne à retrouver ou à développer des compétences liées à cette autorégulation, et ici par le biais de la méditation de pleine conscience. Alors on a coutume de dire que méditer, au fond, c'est très simple. Enfin, on verra tout à l'heure avec la petite pratique. C'est très simple. En fait, il n'y a rien d'autre à faire, comme c'était dit dans la définition, que porter son attention de manière non jugeante et intentionnelle à l'expérience qui se déploie d'instant en instant. Ça paraît compliqué. En fait, au départ, l'intention est simple, mais c'est vrai que dans la vie actuelle, en particulier, avec les pressions de la performance, du faire, c'est plus facile à dire qu'à faire, justement. Et ça demande dès lors une intention, un engagement actif. Et ça aura son importance, évidemment, par rapport au choix, à la proposition qui pourrait être faite aux patients, aux participants, d'utiliser ces ressources. Il y a souvent des croyances erronées, que pour méditer, il faut arrêter de penser. Enfin, je ne vais pas détailler plus, ça paraît peut-être évident pour celles ou ceux d'entre vous qui connaissent la méditation. Non, il ne faut pas arrêter de penser pour méditer, mais on va être présent aux pensées, on va explorer éventuellement par où l'esprit est parti, se distraire, on va le ramener à l'objet d'attention qui est celui de la méditation en cours, mais on ne va pas demander de supprimer les pensées, ce qui est bien entendu impossible. Et donc dans la méditation pleine conscience, l'accent est vraiment mis sur le fait de laisser tomber les attentes, l'efficacité, ce qui paraît un peu paradoxal puisqu'on cherche quand même, et on offre cela aux patients participants pour réduire le stress, et en même temps, c'est important aussi de laisser tomber ce besoin de performance, de faire et d'obtenir peut-être trop vite des résultats, d'avoir des attentes magiques. Il y a alors dans méditation de pleine conscience, en fait, il y a les pratiques formelles qui sont celles qui sont le plus visibles quand on veut un petit peu caricaturer la méditation. C'est la position en lotus, donc c'est la méditation dite assise, mais on peut méditer debout, on peut méditer assis là dans un fauteuil plus ou moins agréable, confortable. On peut méditer, il y a la marche méditative qui est une pratique en soi, et il y a le yoga. Je ne suis pas du tout expert de yoga, donc je ne vais pas détailler cette pratique-là, mais vous voyez déjà qu'il y a un panel de pratiques formelles. Donc là, il y a vraiment une intention, une immobilité très relative ou un mouvement dans les mouvements du corps ou dans la marche. Et donc la pratique est formelle. Il y a dans cette pratique formelle divers objets d'attention possibles. Je vous laisse lire parce que sinon ça va être un petit peu trop long. Ces objets d'attention sont en effet tous les événements qui peuvent constituer notre expérience personnelle, et en particulier une grande importance à l'attention au corps et à tout le ressenti corporel. D'où l'intérêt ensuite aussi pour l'utilisation de ces pratiques au niveau de différentes maladies et des plaintes de douleur. C'est vraiment le fait de retourner au corps, non pas pour éviter les sensations, mais pour leur laisser plus de place. Ce qui, de nouveau, pourrait laisser penser que ça va faire plus mal, et en fait, c'est le contraire. Donc, pratique formelle, pratique informelle. Une pratique informelle, en fait, tout est pratique. Tout est pratique possible de méditation dans la vie. Faire la vaisselle,
nettoyer, se maquiller, prendre sa douche, lire, écrire, du moment qu'on porte notre attention, et vous connaissez maintenant la définition, donc on porte notre attention sur l'expérience qui se déploie, et chaque fois que notre esprit ou nos sensations corporelles nous distraient de ce qu'on est en train de faire, on revient à cette tâche. C'est en quelque sorte se consacrer entièrement ou le plus pleinement possible à ce qui est en cours. C'est en fait la différence d'être en pilotage automatique, ce qui est souvent le cas et qui parfois est bien utile. Hein. On n'est pas en train de dire que ce n'est pas bien d'être en pilotage automatique, mais c'est important parfois pour un peu se recentrer ou se reposer, d'échapper à ce pilotage automatique et de s'ancrer dans le présent. Donc, cultiver la présence attentive, c'est aussi une autre façon d'évoquer la pleine conscience, la pleine attention au moment présent, à tout ce qui est là, d'instant en instant. On ne va rien rejeter, on ne va pas s'accrocher. On s'arrête de faire, on est avec ce qui est présent. Et ce qui est important, c'est vraiment rien à changer. Alors qu'en général, on veut changer les choses pour que ça soit mieux, pour que ça soit autrement. Alors à ce moment-là, tout ira bien. Et cette pression de ne pas pouvoir être bien avec ce qui est là, c'est aussi une cause de souffrance. Hein? De devoir guérir. C'est autre chose de vouloir guérir, de vouloir se sentir mieux et devoir guérir. Et donc les 7 attitudes, les 7 piliers de la pleine conscience, parfois on en rajoute 2 autres, ce sont des valeurs qui sont vraiment centrales dans la pratique et dans l'enseignement de la pleine conscience. Je ne vais pas les détailler, elles sont tout à fait interdépendantes, je dirais. Hein, c'est le non-jugement, en tout cas d'abord le non-jugement sur notre propre expérience. Combien de fois par jour sommes-nous en train de dire ou sentir « non, ça ne va pas ce que je ressens, ça ne va pas », ou « ce que je fais, ça ne va pas », ou ce que tu fais, ça ne va pas ». Alors, ce n'est pas toujours aussi clair, mais en filigrane, souvent, c'est agréable, désagréable. J'aime, j'aime pas. C'est pas bien, c'est bien. La patience, l'esprit du débutant, redécouvrir les choses comme au premier jour, ne pas être blasé, apprendre, être curieux. La confiance, le non-effort, c'est surtout l'effort juste. Ne pas être dans un acharnement à tout prix pour toujours plus, toujours mieux. L'acceptation et son compère, le lâcher-prise, ou parfois on dit aussi le laisser être, permettre. Ces valeurs donc ces valeurs mobilisent vraiment l'instructeur. Je parle de guidance, d'accompagnement, parce que je ne sais pas tout à fait dans les autres approches dont il est question pour la médecine intégrative, pour l'oncologie intégrative, ou la médecine au sens large alors, intégrative, comme si la relation patient-soignant est différente, est fondamentalement différente, mais en tout cas, dans la méditation de pleine conscience, on s'adresse quand même souvent simplement à un autre humain. Hein? Alors oui, c'est un humain qui est malade, ou oui, c'est un humain qui n'est pas malade ou pas encore malade, c'est l'instructeur. Et donc, c'est plutôt considéré comme un accompagnement, une guidance, même si on a peut-être un tablier blanc et qu'en effet, il y a un patient qui paye une consultation ou qui vient chercher des soins. Alors, la méditation de pleine conscience, c'est un outil, on va parler parfois de technique, mais c'est aussi un soin, éventuellement. Est-ce que c'est une thérapie, hein, je pose plutôt la question, est-ce que c'est une thérapie? On a coutume de dire aussi parfois que ça peut devenir un mode de vie, hein, comme j'ai oublié son prénom, votre patient, Alain, il le dit bien finalement, je pense qu'il continue à pratiquer, on sent que ça l'habite, quoi, qu'il cultive quelque chose qui est plus que mettre en œuvre une pratique ou une technique.
Ah oui, alors ce qui est important, c'est... Alors ça c'est variable. Dans certaines études de formation d'instructeurs de pleine conscience, dans certaines on va mettre plus que dans d'autres l'accent sur la pratique de l'enseignant, de l'instructeur, que l'instructeur soit lui-même un méditant. Donc je vais aller assez vite. Ben, vous avez peut-être déjà, vous êtes peut-être déjà familier avec cette façon de concevoir la souffrance, hein, qui est de considérer que une douleur ou une souffrance est d'autant plus grande parfois qu'on y résiste. Alors on a le droit de résister, on n'en veut pas, mais en général, plus on résiste, plus d'autres choses peuvent aller moins bien. Hein. Et donc, cette résistance, cette façon de refuser, de lutter contre ce qui est perçu comme aversif, avec différentes façons. On évite, on fuit, on minimise, ou bien on a des comportements adaptatifs, mais qui sont dysfonctionnels. Hein. On va prendre peut-être de l'alcool, on va peut-être se griser dans les réseaux sociaux, dans des jeux, des jeux compulsifs, qui vont amener d'autres conséquences d'autant plus graves. Et donc la méditation, elle, par cette proposition de rencontrer tout ce qui est là au moment où c'est là, ça nous permet de percevoir aussi comment la conscience peut inclure un tas de choses dans lesquelles finalement on n'est pas obligé de se restreindre. Nous ne sommes pas que la douleur, nous ne sommes pas que cette insomnie, nous ne sommes pas que ce handicap ou que cette chaise roulante. Les ressentis deviennent donc, à force d'entraînement bien sûr et de répétition de la pratique, des événements, sont vus comme des événements que l'esprit produit, que la conscience produit et qui sont éphémères. Et on peut alors ne plus autant s'identifier à ce qu'on ressent. Donc il y a une sorte de distance, pourrait-on dire, mais en même temps ce mot n'est pas très bien choisi, puisque en fait on est avec ce qui est là, mais ça permet de sentir qu'on n'est pas que ça, et que du coup on peut accéder à on voit plus clair dans ce qui se passe, non seulement cela, mais on est aussi plus dans la possibilité d'accéder à d'autres choses qui sont en nous et aussi à nos ressources, donc aussi à tout ce qui va bien. Oui, ça je vais passer. Donc, vous aurez, je ne sais pas si les participants auront l'accès aux présentations. Oui, oui, ok. Ce sont juste des petites aides ici pour ancrer des méditations ou des pratiques, pour inviter les personnes à faire une pause, ce qui est bien sûr la chose d'abord indispensable. Pour pouvoir sentir les choses, il faut d'abord s'arrêter. Donc s'arrêter, respirer, reconnaître, observer, sentir avec bienveillance. Je ne vais pas passer tout ça en revue, mais il est clair qu'il y a plein de dimensions qui différencient les interventions basées sur la pleine conscience. Format individuel, format collectif. Dr Renard a parlé de groupe, et je pense que c'est vraiment très intéressant dans les cycles MBSR. Il y a aussi le cycle MBCT qui sont indiqués là, donc avec la thérapie cognitive, et il y a un cycle plus spécifique aux personnes souffrant d'un cancer. Et le groupe, dans la conception de John Kabat-Zinn au départ, et puis ici c'est Linda Carlson, hein, celle qui est la première auteure des Guidelines, qui a écrit ce livre avec Michael Speka. Le processus même de groupe est un des ingrédients à part entière. Le groupe, ce n'est pas juste des personnes qui s'additionnent, il y a vraiment un processus à travers tout ce qui est humanité partagée. Hein. Nous sommes tous finalement sur le même bateau. Et même si tout le monde ne souffre pas nécessairement d'un cancer, il y a dans la vie de chacun
diverses souffrances qui nous permettent de partager ces éléments de l'existence humaine. Il y a des cycles et des séances à distance ou en présentiel. Le cadre peut avoir son importance. On a parlé des maisons tout à l'heure, des maisons de ressources, l'île en soi, etc. Ça a du sens de faire des choses en dehors de l'hôpital, comme ça a du sens d'en faire à l'hôpital. Ce qui a pu être différent aussi pour le monsieur qu'on a vu, c'est que, ben oui, est-ce que les interventions de pleine conscience sont ponctuelles et au bout de quelques temps, elles s'arrêtent, elles sont ajustées bien sûr aux patients, mais est-ce que dans certains cas, la personne souhaite poursuivre la pratique, s'approprie la pratique et en fait un mode de vie, une ressource à part entière? Oui, je ne vais pas reprendre ça puisque le docteur Renard a mentionné les effets bénéfiques potentiels des interventions basées sur la mindfulness. Par contre, en effet, il y a une grande diversité des approches. Il y a un contenu des interventions donc, qui peut varier également. Les stades de la maladie peuvent être divers, le type de cancer, et on a vu que beaucoup de travaux ont été faits en effet auprès de femmes qui ont un cancer du poumon, du sein. Il y a quelques travaux sur les cancers du poumon, mais il manque donc quand même de données scientifiques pour d'autres types de cancers et différents stades de la maladie. Pour le soignant, je pense que c'est important aussi là, de souligner que le soignant, l'instructeur, le guide, l'accompagnant qui pratique lui-même la pleine conscience, la méditation de pleine conscience, c'est vraiment un atout supplémentaire pour être présent à nos propres ressentis, à la résonance que nous avons du vécu du patient, pour une écoute et une communication plus authentique, des réponses dès lors plus éclairées, mais aussi une compassion sans épuisement du soignant. Et Dieu sait si c'est le risque qui est présent dans ces professions si exigeantes, où le don de soi mène parfois à une catastrophe personnelle. Les points d'attention, l'évidence statistique quand même d'efficacité n'implique pas forcément une efficacité sur un plan individuel pour un patient particulier. Et puis il faut voir, parfois le soignant ou l'instructeur va trouver que l'approche est très chouette, très utile, très bénéfique, mais le patient ne va peut-être pas du tout percevoir les choses comme cela. Il y a quand même des contre-indications et des ajustements de ces pratiques selon les profils des personnes. Là, je ne parle pas de cancer, mais plutôt il y en aura bien sûr selon les capacités et les limites des personnes souffrant d'un cancer à un moment donné, puisque si on fait du yoga ou si on fait des sessions assises qui ont une certaine durée, comment est-ce possible pour ces personnes? Est-ce qu'elles sont à domicile? On le fait en visio. Donc tout ça peut moduler quand même les bénéfices. Quid d'un avis psychiatrique, enfin là je sors du cadre de ma présentation, mais si la souffrance morale atteint un niveau de sévérité et une forme vraiment pathologique de souffrance, avoir l'avis du psychiatre et évaluer évidemment la pharmacothérapie. Comme je l'ai dit au début, l'adhésion et l'engagement du patient pour certaines approches en cycle de mindfulness sont quand même, ce sont des pratiques qui sont très exigeantes en termes de présence, puisque ce sont des cycles dont les séances durent 2h30. Il y a une pratique à faire à la maison. Quels aménagements possibles? Le patient qui attendrait une approche un peu trop magique et qui serait plus passif, évidemment, ne bénéficierait pas de cette approche. Alors, il reste combien de minutes alors, du coup? Quelques-unes, oui. Alors, si vous êtes OK avec ça, je vous propose de nous offrir une petite pause, une pause méditative. Et donc pour cela, si c'est OK pour vous, vous pouvez fermer les yeux.
et sentir. Sentir les parties du corps au contact d'un support. Les pieds sur le sol, peut-être les jambes croisées. Le poids des cuisses et du corps sur le siège. Comment le dos est-il posé sur le dossier? Les mains peut-être posées sur la tablette devant nous ou sur les cuisses, peut-être les mains l'une dans l'autre. Où sont nos mains? Que sentons-nous au niveau des mains? Le poids peut-être des bras, comment les bras, avec la pesanteur, sont-ils placés? Qu'est-ce que je sens là, maintenant? Et si mon esprit s'échappe, la liste de courses à faire, ce que j'aurais dû faire tantôt, mon Dieu que c'est ennuyant, des commentaires, des jugements, ok. Tout cela est ok, voyons-le, remarquons-le. Et sans nous blâmer, parce que c'est ce que fait l'esprit, il vagabonde, ramenons l'attention au corps assis ici. Comment sont les épaules, la nuque, la tête? Peut-être un peu de tension, c'est habituel, c'est malheureusement habituel dans le cou parfois, les épaules. Des sensations plus ou moins désagréables, inconfortables, peut-être pas. Et comment est l'expression du visage? Les mâchoires sont-elles serrées ou plus relâchées, la bouche semi-ouverte, fermée? Comment est la langue dans la bouche? Les yeux peut-être plus ou moins, et le front plus ou moins tendu, ou pas. Tout est ok. Rien à forcer, rien à changer. C'est ce qui est maintenant. Sentir tout le corps comme un ensemble, dans son entièreté, de la pointe des pieds jusqu'en haut de la tête. Rien à faire. Nulle part où aller. Rien à réussir. Rien à atteindre. Et peut-être des émotions s'invitent-elles, de l'ennui, de l'impatience, ou rien de tout cela, la curiosité peut-être. Voyons tout ce qui est là, car c'est notre expérience en ce moment. Et si nous sentons peu de choses, si l'esprit est un peu vide ou somnolent, si c'est notre expérience maintenant, c'est ok. Le corps ici qui respire à sa façon, l'inspire, l'expire. Voyons où la respiration est la plus perceptible dans le corps tel qu'il est là maintenant, ici. Ne forçons rien. Portons notre attention à l'inspire, à cet inspire, d'un bout à l'autre, à cet expire, d'un bout à l'autre.
Et quand c'est OK pour nous, à notre rythme, doucement, si nous avons fermé les yeux, nous pouvons les ouvrir et nous reconnecter, si cela nous va, à l'environnement extérieur et aussi à l'occupation du moment. Merci.